Ah non, moi je veux pas.
Sont actuellement activés. Sont actuellement activés. Comment? Non, on n'entend toujours rien. Non, on n'entend rien. Non, on n'entend rien du tout. Non, on n'entend rien. Oui. Rien. Bon, oui, mais je pense qu'il y a un souci de leur côté, là, apparemment. Puis à l'émission, hein, ça ne va pas du tout. Rejoint la réunion. Moi, j'entends rien. Hein. Guillaume Saveuse a quitté la réunion. Franck Chéniaud a rejoint la réunion. Espace, son. Sibois a rejoint la réunion. Jacques de Jantot tout le monde, on voit quelqu'un qui parle mais on ne l'entend toujours pas. Tramini José a rejoint la réunion. Jean-Bernard Marito tout le monde, idem. Ed Bastien tout le monde, un orateur est-il en train de parler? Dominique Thibault a rejoint la réunion. Allô?
Oui, oui, oui. On Classe, n'entend rien. religion, comportement politique. Jean-Philippe l'entend pour tout le monde. Oui, on le voit sur l'écran, mais le son n'est toujours pas rétabli. Non, non, ben non, ben moi je vais arrêter, il n'y a pas de son. Dans lequel ils disent. Ah, ça y est, ça y est. Intéressant à écouter peut-être. Ça y est, je commence à entendre. Il n'avait pas de son, ces braves gens. Et donc, que disent-ils en 1977, à un moment où les évêques affirment le pluralisme, Tramini José a rejoint la réunion. le pluralisme des catholiques, où tout le monde insiste sur le catholicisme nouveau qui naît, qui se caractérise entre autres par une orientation à gauche des militants. Que montrent Guy Michelat et Michel Simon? Eh bien, que en sociologie électorale, il y a deux variables lourdes qui marchent à tous les coups lors des élections et qui donnent une capacité d'anticipation du vote, la religion, la classe sociale. Et tout d'abord, la religion, il montre que à chaque élection, tendanciellement, les catholiques pratiquants votent de manière beaucoup plus massive que le reste de la population française pour les droites, principalement les droites de gouvernement, et qu'à l'inverse, les sans-religion votent à chaque élection de manière massive pour les partis de gauche. Ce constat, il s'est affiné par la suite avec l'émergence du Front National dans les années 1980. Les catholiques pratiquants votent toujours massivement pour la droite. La variable, elle est confirmée, c'est de l'ordre de 70% au premier tour de l'élection présidentielle, à chaque élection présidentielle pour la droite de gouvernement. Cet ancrage, cette orientation pour la droite ne se traduit absolument pas par un ancrage, une orientation également vers le Front National qui ne bénéficie absolument pas de cette orientation droitière de la sociologie des catholiques pratiquants, puisque le Front National est représenté par rapport au reste de la population française parmi les catholiques pratiquants. À l'inverse, depuis les années 1980, le vote Front National... Maintenez enfoncé la barre d'espace pour réactiver temporairement le son. Par rapport à la population française... Appuyez sur majuscule commanda pour réactiver le son. Maintenez enfoncé la barre d'espace pour réactiver temporairement le son. Les catholiques non actuellement activé. Retenez bien ça, c'est important. Vous êtes actuellement sur zone de texte. De cette année. Résistance des catholiques pratiquants au vote Front National. En revanche, par rapport au reste de la population française, en revanche, les non-pratiquants votent au-dessus des moyennes nationales pour le Front National. Bien. Et ce constat est validé à chaque élection présidentielle depuis, quasiment. Petite exception, 2017. J'en viens à l'élection présidentielle de cette année. Alors tout d'abord, plusieurs enquêtes ont été réalisées, principalement par l'IFOP depuis le mois d'octobre, en réponse à des commandes de la presse catholique, Le Pèlerin, La Croix, La Vie, afin de connaître, de sonder les orientations des catholiques pendant la présidentielle. Alors, que faire de ces sondages? Alors tout d'abord, ces sondages, ils ont un petit peu plus de valeur que les sondages d'opinion auxquels s'attaquait Pierre Bourdieu, parce que ce sont des sondages qui portent sur une pratique, la pratique du vote. Les sondages sur les pratiques ont beaucoup plus, sauf sur les pratiques sexuelles, ont beaucoup plus de pertinence que les sondages sur les opinions. Première chose. La seconde, c'est que ces enquêtes, elles sont pertinentes parce que forcément, on est dans un processus électoral et donc on pose des questions que tendanciellement, les électeurs se posent de plus en plus. À partir du moment où ils entrent vraiment dans la temporalité de la campagne. On sait que les sondages sur les résultats de l'élection présidentielle, le vote pour une élection présidentielle à plus d'1 an ou à 2 ans, comme Valeurs Actuelles, qui, il y a 3 ans, avait fait un sondage sur l'éventualité d'un vote d'Éric Zemmour, aucune pertinence. Parce que là, on pose une question que les gens ne se posent pas. Mais bon, quand on rentre dans un processus de campagne, on commence à mesurer quelque chose. Bien. Donc, ces sondages peuvent être tout à fait pertinents, peuvent être utilisés. Mais ensuite, il y a une autre difficulté méthodologique à laquelle il faut répondre. Quel est le groupe de référence, quel est le groupe pertinent auquel poser les questions? Et là-dessus, moi, je bataille beaucoup avec les instituts de sondage et je bataille beaucoup avec les journalistes parce qu'ils se font embarquer dans une construction du vote catholique qui n'a qu'une rationalité économique du point de vue des instituts de sondage, c'est-à-dire qu'on travaille sur le groupe le plus grand, ce qui coûte moins cher. Et donc, beaucoup d'instituts de sondage proposent des sondages sur les Français qui se déclarent catholiques. Les Français qui se déclarent catholiques, c'est à peu près 45% de la population 18 ans et plus.
Bien. Pourquoi est-ce que ce n'est pas très intéressant de regarder les opinions des Français qui se déclarent catholiques? Parce que on sait par de multiples enquêtes que, en gros, nous sommes, vous savez, dans un processus d'effondrement statistique du catholicisme, et ce qui reste le critère le plus évident de l'intégration religieuse réelle, c'est l'intensité de la pratique. On a longtemps cru que ce critère de la pratique, de la messe, on a longtemps cru que ce critère était dépassé, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Et par conséquent, on sait que plus les catholiques pratiquent, plus tendanciellement ils sont intégrés à l'univers catholique et plus ils vont avoir des opinions politiques qui sont en rapport avec leur ancrage religieux. À l'inverse, on sait que tendanciellement, moins les catholiques pratiquent, moins ils sont intégrés au système ecclésial. Aujourd'hui, on l'observe très nettement, d'une génération à une autre, sans recharge de la valeur accordée à la pratique, les pratiquants font des non-pratiquants et les non-pratiquants, la génération suivante, font des non-chrétiens. Tendance lourde, et je suis sûr que vous avez tous des histoires qui montrent cette tendance lourde. Par conséquent, si on s'intéresse aux orientations politiques des catholiques en prenant tous les catholiques déclarés, cela signifie qu'on agrège dans le même groupe des catholiques qui sont en voie de détachement et d'autres qui sont en voie d'intégration. On intègre dans le même groupe des catholiques dont le système de valeurs dépend exclusivement d'un conformisme avec l'ordre social dominant, et des catholiques dont ça n'est pas le cas. Par conséquent, quand on reste à cette échelle, on s'empêche de penser les dynamiques catholiques réelles. Donc, dans ces sondages qui ont été produits, il faut prendre le critère le plus exigeant, c'est-à-dire la pratique religieuse qui est qualifiée de régulière. Qui est qualifiée de régulière, et pas le terme, et pas la catégorie de catholiques pratiquants, qui est construite par, entre autres l'IFOP, par de l'autodéclaratif, c'est-à-dire que ce n'est pas une mesure d'une pratique, ce sont les gens qui se déclarent catholiques pratiquants, qui représentent 8% de la population. Et ce qui n'est pas pertinent pour penser les pratiques politiques. Donc, il faut travailler sur les catégories pour penser les choses correctement. Donc, moi, je retiens, dans ces sondages, la catégorie la plus exigeante, ce sont les pratiquants réguliers, c'est-à-dire ceux qui assistent à la messe au moins une fois par mois. Alors, qu'est-ce que... et ce que l'on observe, c'est que ces catholiques pratiquants réguliers, eh bien, ils sont beaucoup plus nombreux à accorder à leurs convictions religieuses une importance au moment de leur vote. Je donne le chiffre, il y a une enquête de l'avis qui le montre. Petit point de... Ils sont combien en pourcentage? Alors, les pratiquants réguliers, on est à 4%, si on est dans les mensuels. C'est-à-dire la moitié des... Ouais, des pratiquants tout à fait. Et si après on bascule, on cherche les pratiquants hebdomadaires, on est dans l'ordre des 2%. Toujours population française, c'est-à-dire 18 ans et plus. D'accord. Donc, si on prend la catégorie des pratiquants réguliers, ils sont 37% à accorder beaucoup d'importance à leurs convictions religieuses lorsqu'ils votent. Même chez les pratiquants les plus réguliers, il n'y en a que 37% qui accordent beaucoup d'importance à leurs convictions religieuses lorsqu'ils votent. Bon, si on additionne avec la catégorie intermédiaire en dessous, ceux qui accordent assez d'importance, on obtient 67%. Donc 67% des pratiquants réguliers accordent beaucoup ou assez d'importance à leurs convictions religieuses lorsqu'ils votent. Ça, c'est important. Alors que si vous prenez les non-pratiquants, la quantité devient très minime, de l'ordre de 10%. Et par ailleurs, comme ils sont plus détachés du système religieux, on ne sait même pas, il est plus compliqué d'interpréter ce qu'ils ont pu comprendre par la notion de conviction religieuse, qui renvoie plus souvent à des valeurs séculières. Bien. Alors, si on en reste aux catholiques pratiquants réguliers, qu'est-ce qu'on voit tout d'abord aux 2 tours de la présidentielle? Bon, on trouve des phénomènes qu'on connaît déjà, c'est que les catholiques pratiquants réguliers, ils ont un très haut niveau de participation, très haut niveau de civisme par rapport à d'autres groupes de la population française. Ça se confirme, c'est stable, ça se maintient. Ensuite,
Quels sont les résultats au premier tour? Ils ont été donnés par Lacroix. Mais sauf que Lacroix a insisté sur les chiffres, sur les catholiques pratiquants et sur les catholiques, ce qui, à mon avis, introduit la confusion dans l'analyse et dans l'opinion. Donc, on a 25% de ces catholiques pratiquants réguliers qui ont voté pour Emmanuel Macron, 21% pour Marine Le Pen, 19% pour Jean-Luc Mélenchon, 16% pour Éric Zemmour, 9% pour Valérie Pécresse, et vous m'épargnerez de faire la suite des autres candidats. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant là-dedans? Bon, je constate tout d'abord un éclatement du rapport aux droites. Au premier tour, en 2017, c'est François Fillon qui obtenait 55% dans la même catégorie. Donc, et ce qui correspondait à la longue durée sous la Ve République d'un grand bloc qui vote pour la droite de gouvernement de manière stable. Donc là, on a un éclatement réel. Et puis, deuxième tendance qui apparaît, c'est que cet éclatement du bloc légitimiste, très légitimiste qu'on avait sous la Ve République, il se répartit désormais entre des options plus contestataires. Si on additionne les voix de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan, on arrive à 41%. On arrive à 41% des suffrages exprimés. Bien. Alors, comment penser ça? Alors, tout d'abord, il faut faire attention à certaines choses, c'est que est-ce que tous ces mouvements d'opinion relèvent d'une dynamique propre au catholicisme ou est-ce qu'ils ne sont pas la manifestation de tendances plus globales de la population française? Il faut se poser la question, les catholiques sont aussi des Français, donc lorsqu'ils votent, qu'est-ce qui a le plus compté? Est-ce qu'il y a une spécificité catholique ou est-ce qu'ils sont pris dans des tendances plus globales qui traversent la société française? Effectivement, Lacroix a titré, il y a eu un certain nombre de commentaires sur ce vote droitier, voire extrémiste d'une partie des catholiques, mais permettez-moi de vous rappeler que c'est la deuxième fois de suite sous la Ve République que la candidate du Front National puis Rassemblement National arrive au second tour. Il ne faut pas perdre de vue le contexte. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on observe? L'enquête produite par l'AVI qui est la seule à mettre cette question filtre du rapport aux convictions religieuses, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir que là où il y a la plus forte dynamique spécifiquement religieuse, c'est le vote en faveur d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que 71% des catholiques pratiquants réguliers qui ont l'intention, parce que c'était avant le premier tour, qui ont l'intention de voter en faveur d'Éric Zemmour, accordent une très grande importance, ou assez d'importance à leurs convictions religieuses au moment du vote. C'est le cas de 59% des électeurs potentiels à l'époque de Marine Le Pen, 42% de Valérie Pécresse, 43% d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que vraiment, chez ceux qui ont l'intention de voter Éric Zemmour, il y a un très haut niveau d'attachement aux convictions religieuses, ce qui est beaucoup moins le cas chez Emmanuel Macron. Mais attention, n'oublions pas non plus les valeurs réelles. Même s'ils ne sont que 43% des électeurs pratiquants réguliers, qui souhaitent voter pour Emmanuel Macron, qui a accordé beaucoup d'importance à leurs convictions religieuses lorsqu'ils votent, quantitativement, le vote pour Emmanuel Macron étant supérieur au vote pour Éric Zemmour, quantitativement, ils sont un peu plus nombreux que ceux qui ont voté pour Éric Zemmour. Vous me suivez? Bon, faites semblant, c'est sympa. Donc, puis on en discutera après. Et donc, ce qui signifie que ces chiffres disent quelque chose d'intéressant, c'est que les catholiques ont voté Emmanuel Macron, mais en partie, il y a tout un groupe qui a des vraies convictions religieuses qui le fait, enfin des vraies, c'est pas le terme, qui accordent beaucoup d'importance à leurs convictions religieuses lorsqu'ils le font. Mais finalement, cette dynamique, elle n'est pas spécifiquement catholique. Et il y a quelque chose de très fort qui, bien que minoritaire au sein des catholiques pratiquants réguliers, distingue le vote Éric Zemmour et pas du tout le vote Marine Le Pen, qui reste en deçà des moyennes nationales chez les catholiques pratiquants réguliers. Même si tendanciellement, il y a un alignement sur les moyennes nationales, mais on reste un peu en deçà. Alors, au second tour, très haut niveau de civisme, plus important encore qu'au premier tour, 93% de participation, c'est intéressant, ce qui veut dire qu'alors que ce second tour a démobilisé dans un certain nombre de groupes sociaux et d'univers sociaux, ce n'est pas le cas chez les catholiques qui se sont surmobilisés par rapport au premier tour. On a Emmanuel Macron qui obtient 71% des pratiquants réguliers, donc ce qui est au-dessus de l'ensemble des inscrits, puisqu'il a obtenu 58%.
des votes des inscrits, et Marine Le Pen qui est à 39%, ce qui est légèrement en deçà des moyennes nationales, mais en même temps, tendanciellement, si on compare aux chiffres de 2017, on voit que Emmanuel Macron se tasse dans l'électorat catholique, puisqu'il avait obtenu 71% dans la même catégorie au second tour de l'élection de 2017, et Marine Le Pen avait obtenu 29%. Donc on voit bien qu'on a une orientation droitière, mais qui doit être analysée de manière très différente, parce qu'à la fois, la banalisation du vote Marine Le Pen renvoie, à mon sens, beaucoup plus à une tendance plus globale de la société, mais il y a eu une accroche spécifique autour d'Éric Zemmour qui renvoie à un phénomène plus spécifiquement catholique, ce qui d'ailleurs se confirme par la géographie électorale, où on voit que Éric Zemmour arrive en deuxième position au premier tour dans certaines villes très associées à l'électorat catholique, sans doute de manière un peu abusive et légendaire, comme Versailles et Neuilly. Et Saint-Tropez. Et Saint-Tropez, je n'ai pas vérifié. Numéro 3. Non, ça, j'avoue, je n'ai pas ces curiosités baroises. Alors, je vais peut-être revenir, j'ai tenu mon temps, on pourra revenir sur les interprétations de ce vote Éric Zemmour, parce qu'à mon avis, il renvoie à un phénomène plus global. Je fais juste une annonce, c'est qu'il manifeste à quel point il y a une évolution, un glissement du champ politique toujours plus vers la gauche, hein, c'est ce que Albert Thibaudet appelait le sinistrisme, et en même temps, on a une recomposition du catholicisme qui se fait tendanciellement par la droite. Ce qui crée, ce double mouvement contradictoire, crée une tension entre le champ politique et le champ religieux, qui, c'est mon hypothèse, se traduit entre autres par ce phénomène minoritaire, mais qui à mon avis dit quelque chose des recompositions du catholicisme, qu'est le vote en faveur d'Éric Zemmour. Merci. Bien. Nous allons passer tout de suite à Paul Picaretta qui va, parce que là on a beaucoup de chiffres, on digère un petit peu tout ça, évidemment, mais c'est bien de les avoir, hein. C'est pratique. Des explications aussi sur l'opinion publique. Là, on est dans le cadre d'un vote, donc c'est assez différent. Mais voilà, et ça va. 19h. Donc, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai fait effectivement des études de philosophie, mais je ne suis pas pratiquant. Non, ça me sert, mais si vous voulez, ça flotte comme ça. Mais non, je suis journaliste au quotidien. J'ai fait aussi des études de journalisme. Et en tout cas, la philosophie ne va pas me servir énormément dans mon intervention, puisque j'ai décidé de vous faire plutôt un témoignage, d'utiliser le récit et le témoignage pour vous communiquer ce que j'ai à dire et tenter de répondre à la question qui nous intéresse ce soir. Donc, vous allez dire, mais pourquoi il va nous raconter sa vie? Eh bien, je pense que c'est important. Donc, j'ai 33 ans, je m'appelle Paul Picaretta, j'ai 33 ans et je vais vous parler de moi. Et je vais commencer quand même par la revue Limite, que j'ai fondée il y a 7 ans, qui est une revue d'écologie intégrale que je dirige avec quelques copains. Et dans ce parcours-là est contenu un élément des interrogations qu'on a ce soir. Alors d'abord, je ne viens pas d'un milieu catholique à l'origine, comme beaucoup de gens catholiques de ma génération. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recommençants, voire de convertis. Je viens d'une famille mixte avec une mère musulmane et un père catholique de culture, italien, quoi, en fait. C'est important comme élément parce que je pense que si on a envie de comprendre, enfin du moins de toucher une partie de la compréhension du vote à droite, c'est important d'avoir en tête que dans l'électorat catholique droitier, il y a aussi toute une partie d'éléments nouveaux du catholicisme, c'est-à-dire des gens qui arrivent comme ça un peu sur le tas. Donc je viens d'une famille mixte culturellement, ma mère étant une convertie de l'islam au christianisme, et donc on a suivi avec ma famille le mouvement, on est devenu catholique dans mon enfance.
c'est quelque chose qui est devenu essentiel. J'imagine que vous avez dans vos connaissances des amis passés de l'islam au christianisme ou d'une autre religion au christianisme. C'est quelque chose qui se fait de façon assez fulgurante et qui devient vraiment essentiel, quasi monastique. Voilà. J'ai grandi dans un monastère, concrètement. Voilà. Et c'est une image. Hein, j'ai grandi dans le Var, donc c'est un terrain que je connais bien, le terrain zémorien. Voilà. Et il y a l'autre élément qui est important, c'est que je viens d'un milieu modeste, donc qui n'est pas celui le plus représenté dans le catholicisme. Voilà, un papa ouvrier, une maman pas avec un tout petit diplôme, voilà. Donc une famille modeste. Et à partir de là, en devenant catholique, nous sommes devenus, ma famille et moi, nous avons rencontré d'abord la droite, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas auparavant, c'est-à-dire la droite, parce qu'on venait d'un milieu dépolitisé, un milieu ouvrier avec un vague souvenir du communisme. Hein. Ma mère votait plutôt dans les partis comme ça, et puis ça fait partie de cette génération où la politique a de moins en moins d'importance, vous savez. Et donc, au bout d'un moment, ça disparaît, on ne vote plus. Donc, je viens d'une famille qui ne vote pas et qui, en devenant catholique, se remet à se politiser. Et donc, ma rencontre avec la droite s'est faite comme ça. En me plongeant la tête dans le bénitier, c'est comme ça que j'ai rencontré la droite. Et donc, à l'âge de l'adolescence, je fais la rencontre d'une personne qui était mon prof de théâtre puis de philosophie dans le Var et qui a changé ma vie, et qui est une figure vraiment très importante du catholicisme observant, pour reprendre une dénomination d'une personne que j'estime beaucoup, qui n'est pas très loin. Et donc, cette figure, c'est donc Fabrice Adjadj, qui est que vous connaissez sans doute. Si vous ne le connaissez pas, en tout cas, il faut le visualiser comme un philosophe qui a une grande influence dans les milieux catholiques, observant, et une pensée qui est faite tout en nuances, disons. Il vient du judaïsme, donc entre une critique de la technologie et puis aussi une approche, je dirais, de la doctrine sociale qui est un peu renouvelée par rapport à ce qu'on pouvait avoir peut-être plutôt dans les années 80 ou 70. Voilà. Et donc, il devient un peu cette figure de beaucoup de catholiques de cette observant, et ça devient un ami, un maître, etc. Et donc, je fais vraiment cette connaissance avec ce catholicisme-là. Et juste après, donc, j'arrive après mon bac, j'intègre un institut qui est ce qu'on pourrait dire l'institut chimiquement pur du zémorisme catholique, qui s'appelle l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. Et donc, je fais connaissance, effectivement, vraiment avec l'ADN du catholicisme zémorien. C'est important de faire les distinctions, parce que tous les zémoriens ne sont pas catholiques, mais le catholicisme zémorien, en tout cas, on est dans un endroit, vraiment, où ils sont surreprésentés. Voilà. Et donc, j'intègre tous ces éléments nouveaux à ma culture, à ma connaissance. Et alors, ce qui m'attire, parce que c'est ça qui est intéressant pour comprendre ce catholicisme-là, ce qui, moi, à l'époque, m'attire, venant d'une famille où ce n'est pas inné, ce qui m'attire dans cette forme de catholicisme-là, c'est des choses comme ce qu'on peut appeler la transcendance, le respect de la transcendance, une liturgie très classique avec une importance, au rituel, etc. En fait, tout ce que, finalement, un vieux catholicisme plutôt conciliaire avait tenté, non pas de défaire, mais avait tenté d'amoindrir, quoi, voilà. Et donc, je fais la connaissance de la religion, précisément, ma foi s'incarne à l'époque dans quelque chose de très concret, quoi. La liturgie, quand vous allez à la messe, c'est important de se mettre à genoux, c'est important de donner du sens physiquement à tous ces symboles-là.
Et puis, si, on va dire de manière parallèle, ma foi ne peut s'exprimer autrement pour la simple et bonne raison que les catholiques progressistes ne s'intéressent absolument pas, ne sont pas sur mon chemin, pour la simple et bonne raison que, moi c'est une hypothèse, mais que les convertis ne les intéressent pas tellement. Encore plus les musulmans convertis, puisque un musulman déjà c'est offensif, alors un musulman converti c'est quand même, bon, voilà. Et donc il n'y a que cette expression-là que je trouve pour exprimer ma foi, cette expression traditionnelle, pas traditionnaliste, mais traditionnelle, et qui va petit à petit, évidemment, se mêler avec des idées politiques, on va dire, qui vont avec. C'est pas consubstantiel, il n'y a pas de nécessité à aimer, en image, vous pouvez aimer la messe en latin et voter Jean-Luc Mélenchon. C'est pas consubstantiel, c'est pas parce que vous aimez la messe en latin que ça y est, il faut voter à droite. Non, en tout cas, le package, c'est ça. Vous êtes catholique, pratiquant hebdomadaire, voire plus, il vous faut intégrer aussi le logiciel politique et le logiciel de classe, ça j'y reviendrai, le logiciel culturel. Donc, pardon, je reprends mes notes. Le grand moment de ma génération où la foi chrétienne politisée, je veux dire, va se manifester de manière la plus éclatante, c'est évidemment la manif pour tous, où là, voilà, on découvre finalement tous ces philosophes, tous ces journalistes engagés, ces militants qui se cachaient dans l'ombre dans les années 2000 et puis qui d'un coup éclatent. Et puis, la France donne l'impression de découvrir le catholicisme. Une partie du catholicisme, certainement pas ici, mais donne l'impression de découvrir que les catholiques sont de droite. Bon, et donc, c'est un peu le climax de mon expérience du catholicisme. Voilà, c'est la manif pour tous. En découvrant toutes ces choses-là, ces gens, concrètement, je rencontre des gens. On ne découvre pas le catholicisme, on vit avec des gens. Donc moi, mes amis à ce moment-là, c'est l'aristocratie, la grande bourgeoisie, l'Ouest parisien, des trucs. Voilà, je venais de ma campagne. Donc moi, c'est d'un coup, c'est ce qu'on appelle une ascension sociale. Je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe. Je corresponds à tous les clichés, si vous voulez, du transfuge de classe. Je découvre ça, je suis émerveillé. Les gens qui ont des châteaux, les gens qui ont des grandes familles, sa cousine large, ils ont toujours un oncle qui a un travail à vous filer. Enfin, voilà, le milieu que vous imaginez, pour vous, c'est peut-être, j'en sais rien, vous connaissez peut-être ce discours, mais quand vous découvrez, c'est phénoménal. Et surtout quand vous n'avez pas lu Balzac et tout un tas de sociologie, c'est formidable. Après, quand vous mettez à lire les auteurs, j'aurais peut-être dû commencer par lire Balzac, etc. Il n'empêche d'ailleurs, pendant mes études à l'Institut de philosophie comparée, qui est un institut thomiste, je découvre l'ennemi, mais sans faire exprès. Je tombe sur un livre de Pierre Bourdieu, sans faire exprès. Et là, c'est une claque. Je commence à lire Pierre Bourdieu. Je me dis, parce que le prof nous faisait faire un commentaire de Pierre Bourdieu pour l'éclater. Et puis là, je me dis, ah non, mais c'est incroyable. Voilà, je tombe amoureux de Pierre Bourdieu. Donc, dans ma tête, c'est totalement, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite. À la fois, je me dis, mais non, je suis de droite. Eh oui, mais non, en fait. Alors, voilà, c'est complètement, toutes les choses sont extrêmement confuses. Et puis, juste après, je tombe sur d'autres auteurs. Je ne veux pas tous les citer. Moi, là, j'ai fait un mémoire de master sur Gunther Anders, qui est un philosophe de la technique, qui me fait lui-même découvrir Jacques Ellul, qui me fait lui-même découvrir Simone Weil, la philosophe, qui, petit à petit, à la fin, je me retrouve, ma table de chevet, c'est que des livres d'extrême gauche, en fait, à la fin. Et donc, d'extrême gauche ou d'écologie radicale. Parce que l'extrême gauche, c'est large, hein. Disons d'écologie radicale et on va dire toutes les gauches. Et donc, les choses sont totalement, on va dire, je suis perturbé, quoi, en fait. C'est-à-dire que mes amis
avec qui je pars en vacances et qui sont des gens que je considère comme des frères, deviennent tout d'un coup des adversaires. Et une fois que j'arrive à faire ce point, donc j'en viens à mon numéro 2, je me dis, bon, je termine mes études de philo, de journalisme, et je me dis, tiens, finalement, moi, j'aime bien ces gens catho de droite, c'est mon univers. Est-ce qu'on n'essaierait pas de les aider un petit peu? Et donc, j'ai la prétention de lancer une revue qui va déplacer, en fait, ces gens-là sur des questions qui sont essentielles, qui sont des questions d'écologie et de justice sociale. Et on va dire que j'ai le sentiment d'avoir un peu la recette pour les attirer dans mes filets. D'autant plus que juste après 2015, il y a un pape qui sort quand même une encyclique qui va légitimer la démarche de lancer une revue d'écologie d'inspiration chrétienne, chose qui n'était vraiment pas, on ne s'en souvient pas, mais c'était quand même vraiment pas un acquis de parler d'écologie dans l'Église et de justice sociale, en tout cas pas à droite, très clairement, ce n'était pas un acquis. Et donc, mon ambition est d'importer des thèmes qui me sont chers dans un lectorat conservateur, l'électorat observant, disons. Les enfants de familles chrétiennes qui sont levés caricaturels. On parlait en termes de journalisme. Et donc, je lance cette revue avec ce pari de réunir des gens autour de la table de sensibilités différentes. Et voilà, il y a des journalistes du Figaro, des journalistes de l'Humanité. Enfin, c'est l'auberge espagnole. En plus, comme on a 25-26 ans, c'est rigolo. Bon, les aînés nous prennent pour des fous furieux, mais le lectorat aime bien ce côté auberge espagnole où tout le monde se mélange, etc. Avec, encore une fois, je vous le dis, vraiment des écarts de sensibilité. Ça va, pour le dire très clairement, de l'extrême droite à l'extrême gauche. On a tout sauf des macronistes, en fait. Et, si vous voulez, on a des radicaux, quoi. Bon. Et limite marche plutôt bien au départ. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, et c'est là où c'est important, je pense, où je vais répondre à une partie de la question. Au bout d'un moment, cette fausse harmonie qu'on a essayé de mettre en place, en fait, est perturbée par d'abord l'élection de 2017 et ensuite par toute une série de thèmes qui vont s'imposer à droite et devenir vraiment, je dirais, des prérogatives de manière très, très violente, quoi. Les questions d'identité, en fait, vont devenir le surdéterminant pour le catholicisme de droite qui fait partie de ma revue. Et donc, moi, je fais cette expérience d'une droite qui n'est plus capable, comme je le pensais, d'intégrer les enjeux d'écologie et de justice sociale. Donc, on a toute une série d'exemples. Il faut quand même se souvenir, 2015, c'est Laudato Si, mais c'est aussi le début des attentats à Paris et dans le reste de la France, où la question de l'identité va revenir de manière quand même extrêmement récurrente et devenir vraiment le point numéro 1. C'est très difficile, après les attentats, de dire, en fait, l'urgence, c'est la conversion écologique. Vous pouvez le penser, le dire, c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, l'urgence, c'est de chasser les islamistes, c'est de faire reculer Daesh, etc. Et donc, ce que je m'aperçois, donc là, il y a cette question de l'identité qui fait que le catholicisme observant se radicalise et n'arrive pas à intégrer les enjeux que moi, j'essaie de lui faire intégrer. La question de l'identité, qui est primordiale, voilà. La question du capital, donc économique, culturel, symbolique. Économique, évidemment, puisqu'on a affaire à un lectorat issus des classes supérieures. Donc, on sent bien que pour eux, le plus important, c'est quand même le porte-monnaie. Et dans ce porte-monnaie, il y a également
une partie culturelle, c'est-à-dire le mode de vie. Vous pouvez être issu d'une famille aristocrate, mais être totalement, ne plus avoir un rond, enfin, c'est quand même très courant. Mais en revanche, il y a un mode de vie à préserver, je dirais une représentation de ce que doit être la France, qui est, comment dire, qui va freiner en fait les élans de conversion radicale que impose en fait la conversion sociale et écologique. Et donc, il y a ces choses-là qui se crispent et qui, moi, me font percevoir qu'effectivement, le plus petit dénominateur commun de cette droite catholique, c'est vraiment la question de l'identité, peur de l'islam, question de l'identité, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être français, chrétien français, qui est notre adversaire, l'étranger, le musulman, et le capital. Vraiment, il est important de conserver notre mode de vie, notre capital économique. Il y a effectivement une chose qui est difficile d'intégrer quand on est un catholique observant de droite, c'est que la conversion écologique et sociale, elle demande d'intégrer un mot qui fait peur, qui est pourtant dans la doctrine sociale de l'Église, qui est l'analyse structurelle de la catastrophe. C'est-à-dire le fait que, en fait, il y a un changement structurel à voir. On va pas simplement repeindre la façade, on va tout casser. Il faut tout refaire. J'aime beaucoup ce slogan de mai 68 qu'on trouvait sur les murs de la Sorbonne. Pas de replâtrage, la structure est pourrie. Ouais. Quelque chose que j'aime bien, qui dit quand même très bien, de façon imagée, ce que c'est qu'une structure. C'est-à-dire, quand quelque chose est imposé de manière durable, un fait social total, on dirait en sociologie, en fait, il faut tout casser. Et ça, vraiment, ça retient vraiment l'élan de conversion. D'ailleurs, parenthèse, les catholiques de droite ont eu un problème avec le rapport de la Chiaz. Vous savez, il y a beaucoup d'éléments, mais il y en a un qui m'a fait tiquer. Ils ont du mal à intégrer le fait que ce soit structurel, parce que ça a été dit très souvent, c'était structurel dans l'Église. Systémique. Mais alors, c'est systémique. Effectivement, d'autres disaient structurel, mais le mot était systémique chez Jean-Marc Sauvé. Et en fait, pour eux, le mot systémique, ça renvoie au marxisme. C'est terrible. Vous leur dites, mais non, vous savez que quand même dans la doctrine sociale, il y a des analyses structurelles et systémiques du capitalisme, etc. Mais pour eux, voilà, ça renvoie. Le fait que certaines choses soient considérées comme systémiques, c'est vraiment un poison. Et donc, j'en reviens à mon plus petit dénominateur commun, qui me fait comprendre deux choses. D'abord, c'est que le plus petit dénominateur commun du zémorisme, ce n'est pas la question de la bioéthique. Moi, je pense que c'est une fausse piste. On peut comprendre pourquoi les catholiques votent à droite. On peut le comprendre. Je ne dis pas que la bioéthique n'entre pas en jeu, mais je pense que c'est une fausse piste. Et on reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Et le deuxième point, c'est qu'on a longtemps dit que le vote catholique à l'extrême droite était... il y avait une espèce de rempart et que en fait, les catholiques se retenaient de voter Front National, etc., parce que c'était des gens bien. Je ne le pense pas du tout. C'est que ce qui les a retenus, ce n'étaient pas des antifascistes. Ce qui les a retenus, c'est que pour beaucoup de ces catholiques-là, Marine Le Pen, c'est une plouque. Le Front National et les électeurs du Front National, ce sont des plouques. Eux sont des bourgeois, on ne vote pas Front National. Non, nous, on vote Bourges. Et la preuve, vous mettez un candidat d'extrême droite Bourges, bam, ça y est, ça se révèle enfin. Il a fait 7%, mais à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais tout d'un coup, vous voyez, c'est plus gênant, puisque Zemmour n'est pas un plouc. Neuilly, Versailles, Saint-Tropez, c'est ça l'électorat de Zemmour. J'aime beaucoup Saint-Tropez, d'ailleurs. J'aime bien rajouter Saint-Tropez, parce que Neuilly, Versailles, on dit que c'est caricatural, mais quand vous voyez la troisième ville, vous dites, ah oui, Saint-Tropez, d'accord. Vous avez quand même une image du mec, bon, bref. Et donc, voilà, donc là, vous voyez, il y a deux fausses pistes qui me semblent importantes. Hein. C'est que le catholique droitier ne s'est pas retenu de voter à l'extrême droite pour des raisons antifascistes ou des choses comme ça. Hein. Vraiment, je pense que c'est des raisons, encore une fois, économiques et sociales. Voilà. Souvent, on va vous sortir le prétexte de oui, mais les catholiques, c'est important pour eux la bioéthique. Je n'ai pas d'avis définitif là-dessus, mais j'ai un énorme doute. Je pense que si on mettait
je ne souhaite pas que les catholiques votent tous à gauche, oui, puisque j'étais droite, plus droite, vous avez compris, je vote à gauche, bon. Mais je ne souhaite pas que les catholiques se mettent à voter à gauche, mais si demain un candidat, mettons, imaginons un truc complètement fou, quelqu'un comme François Ruffin, pour qui la justice sociale est très importante et l'écologie est très importante, qui ne rue pas dans les brancards sur les questions d'ordre sociétal, etc., s'il donnait tous les gages qu'il fallait à la droite, je pense que, sur la question bioéthique, je pense que ces droites-là ne voteraient toujours pas pour lui. Je pense que vraiment, le surdéterminant, ce sont les questions de classe, les questions socio-économiques. Et que c'est souvent un prétexte. Ah oui, non, mais la gauche, ils sont pour l'euthanasie, pour l'avortement, et puis, et je ne sais plus trop quoi, donc on ne peut pas y voter pour eux. Attends, t'es sûr qu'il n'y a pas autre chose quand même? Est-ce que ce n'est pas un prétexte? Voilà, moi, je vous laisse méditer ça. Je n'ai pas de conclusion. Il n'y a pas d'ailleurs d'éléments qui nous permettent de trancher, d'éléments de stats. Donc, voilà. Et enfin, je voulais terminer sur les néo-cathos de gauche. Ce qui est important de voir, vous allez me dire, pourquoi il parle des néo-cathos de gauche? Parce que précisément, avec la revue Limite et tout un tas de jeunes mouvements de cette génération-là, de trentenaires, j'ai observé, Yann peut-être pourra en dire quelque chose après là-dessus, mais moi j'ai observé qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient rompu avec la droite pour toutes les raisons que j'ai invoquées là. On ne se retrouve plus en fait avec les prérogatives de la droite que sont l'identité, le capital économique, etc. Et c'est de cette rupture que naît une certaine forme, je dis bien une certaine forme, de néo-catholicisme de gauche, qui n'a, je pense, rien à voir avec ce que pouvait être le catholicisme de gauche autrefois, puisque les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. Notamment, je pense qu'ils sont beaucoup moins portés sur les structures de l'Église, mais plus sur les structures de la société. Ils se sont plus sécularisés finalement, à l'image des catholiques. Et ces néo-cathos de gauche, je pense qu'il faut regarder, jeter un œil sur ce qu'ils font, sur comment ils sont, parce qu'en les regardant, on comprend, on a beaucoup d'éléments sur les catholiques de droite, sur ce qui nous intéresse ce soir. C'est-à-dire que c'est leur refus et leur rupture qui, part de façon négative, nous dit en fait qui sont ces catholiques de droite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Hop, là, merci infiniment. On va peut-être reprendre la question avec Yann, parce que si j'ai bien compris, il est allé un peu jusqu'à la moitié, enfin disons une partie de son propos. Alors évidemment, Paul Piccarreta a un peu répondu à la question de savoir, mais pourquoi donc les catholiques, ou un certain nombre de catholiques pratiquants réguliers, votent Zemmour et donnent vote Zemmour plus que l'électorat et donnent comme raison des raisons religieuses. Et alors ensuite, j'aimerais que vous puissiez répondre à une question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, écoutez, non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'ai fait quelques effets de développement. Si vous m'aviez donné 3 heures, j'aurais trouvé des choses à vous dire pendant 3 heures. Donc, tout d'abord, pour moi, ce qui est important, c'est ce que j'ai dit très rapidement, c'est de penser les causes structurelles. Oui, c'est de penser les causes structurelles, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire du commentaire d'opinion, tiens, et de faire comme si le vote se jouait sur le dernier buzz, bon buzz ou mauvais buzz de telle parole, etc. Donc, moi, j'observe 2 grands mouvements dans la société jusqu'à présent, ce qui ne veut pas dire jusqu'à présent. On a dans le catholicisme un contexte de déclin statistique, suffisamment documenté, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais pendant très longtemps, on a regardé ce qui se défaisait, et une sociologie religieuse a regardé ce qui se défaisait, ce qui se décomposait, en cherchant éventuellement à y trouver des recompositions.
en négligeant ce qui durait. Or, ce que l'on voit, c'est que le catholicisme, tendanciellement, je dis bien tendanciellement, se recompose sur ceux qui restent, c'est-à-dire sur ceux qui tendanciellement parviennent mieux à transmettre la foi, l'appartenance catholique d'une génération à une autre. Et c'est ce qui explique que le pluralisme que l'on trouve dans les classes d'âge, le pluralisme religieux et politique que l'on trouve dans les classes d'âge les plus élevées, on ne le retrouve pas dans les mêmes proportions et avec la même variété dans les classes d'âge plus jeunes. Et quelques sondages qui portaient sur le vote Éric Zemmour, si vous prenez chez les plus jeunes, c'est très au-dessus encore des tendances globales. Bien, donc on a un appauvrissement ou une limitation du pluralisme, et le catholicisme se recompose sur ceux qui restent, ceux qui conservent, tendanciellement sur ceux qui sont plus conservateurs que les autres. Et ça suppose des tas d'analyses, parce que là-dedans, bien sûr, pour ceux qui vivent le succès de cette transmission, elle est pensée comme un succès des options théologiques et religieuses. Pour le sociologue, il faut nuancer ça, c'est aussi un rapport à l'institution, un rapport aux normes, un rapport à la culture, au capital culturel. Tu n'as pas utilisé le concept bourdieusien, Paul, mais tu en as parlé, le capital culturel. Bien. Donc ça, c'est une première tendance, ce qui fait que on peut dire qu'aujourd'hui, tendanciellement, ce n'est pas fait, ça reste minoritaire, mais tendanciellement, si on regarde les orientations, on a un mouvement de restructuration du catholicisme qui se fait par la droite. Et toute personne qui tendanciellement observe les controverses dans les paroisses le sait bien. Bon. Et à l'inverse, on a une société qui est toujours prise dans une tendance qui avait été décrite par Albert Thibaudet, qui est, enfin non, pas la société, on a une partie du champ politique qui est prise dans une tendance sinistrogire, c'est-à-dire que ce sont les idées dominantes sur un certain nombre de questions viennent de la gauche. Et donc ça crée une forte tension. Ça crée une forte tension parce que tendanciellement, ça veut dire que les catholiques, pour rester intégrés au champ politique, le niveau de négociation avec un certain nombre de leurs convictions religieuses devient de plus en plus élevé. Ce qui explique, entre autres, une chose, c'est que des catholiques qui ont une position au centre, il y en a toujours beaucoup. On le voit dans le vote pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas les oublier. Mais vous constaterez avec moi qu'on ne les entend pas. Ou peu. On a eu un certain nombre de tribunes entre les deux tours, où des figures ont émergé, mais comme lors de la précédente élection présidentielle. Mais c'est poussé et contraint par une forme d'urgence électorale, et ça n'a rien d'habituel et de routinier. Donc ça signifie bien quelque chose dans la recomposition d'un paysage politique. Et puis, donc, on a un effacement du centre, parce que pour se maintenir au centre du jeu politique, le niveau d'euphémisation de l'identité religieuse devient toujours tendanciellement plus élevé. Et quant à ceux qui ne veulent pas euphémiser leur appartenance religieuse, on voit les tendances. Tous ceux qui aujourd'hui ont été réunis autour d'Éric Zemmour, voire vote droitier, si on prend un certain nombre de figures, et prenons Philippe de Villiers, et prenons Christine Boutin, je me permets de vous rappeler que c'était des figures de l'UDF. Et que tous ceux qui ont fait des dissidences de l'UDF, parce qu'ils ne voulaient pas transiger sur l'identité religieuse, entre autres à partir du moment où François Bayrou cherche à donner une orientation plus large à l'UDF, donc on est à la fin des années 90, eh bien ils ont tous fait dissidence sur la droite. Donc il y a un glissement vers la droite, et une invisibilisation de ceux qui ne glissent pas. Et donc ça s'illustre par ce double mouvement, ce sont des illustrations de cette double tendance contradictoire qui recompose le champ religieux et le champ politique. Donc voilà, ça c'est le phénomène structurel, mais je m'arrête là parce que... Ensuite, il y a bien d'autres choses qui jouent dans le vote Éric Zemmour. Et je crois qu'il ne faut pas trop l'essentialiser non plus. Il y a des prédispositions. Moi, j'ai eu des gens qui m'interrogeaient, qui me disaient « Mais alors, quand même, je suis très surpris, ce vote Éric Zemmour, le catholicisme, c'est l'ouverture à l'autre. » Enfin bon, il ne faut pas non plus avoir une amnésie, c'est l'ouverture à l'autre. Cette forme de formulation de l'identité catholique existe depuis combien de temps? Guère plus de 50 ans. Bon.
Donc, n'essentialisons pas les choses et n'oublions pas que l'Action française, c'est un phénomène qui n'est pas si ancien, etc. Ce qui ne résume pas l'identité catholique, bien sûr, mais tout ça ne vient pas non plus de nulle part, n'est pas si incongru que ça. Et puis, il faut donc, vous voyez, avec ce reflux aussi statistique du catholicisme, ben c'est comme sur la côte, lorsque c'est marée basse, il y a des rochers qui réapparaissent, et des rochers structurant des noyaux durs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça joue beaucoup. Hein. Tu parles de l'aristocratie. Bon, bah, effectivement, quand on prend le nombre de noms à particules dans les jeunes vocations, ça dit quelque chose. Et quelque part, je suis sans doute la manifestation de ce phénomène dans le domaine de la sociologie. Et ça dit quelque chose et ressortent aussi des cultures de la longue durée qui étaient un peu noyées dans une masse catholique plus importante. On trouverait, j'en suis certain, bien des pédigrés Action française et des cultures qui se sont maintenues. Donc voilà, il y a des phénomènes de long terme et puis il y a des phénomènes de plus court terme. Je voudrais juste rappeler un contexte, le contexte présent. C'est qu'on voit bien dans les statistiques à quel point, dans le rapport au Front National, il y a vraiment quelque chose qui s'est joué après 2015. Il ne faut pas oublier ce qu'a été 2015. C'est-à-dire que la France est rentrée dans un contexte d'attaque terroriste totalement inédit, dont les catholiques, dont un prêtre, ont été la cible. Et donc, ça joue bien sûr sur les consciences collectives. Et c'est quelque chose qui est très fort dans les jeunes générations, et cette menace, sa conscience est beaucoup moins forte dans les vieilles générations. Pourquoi catholiques? Parce que on a une pyramide des âges qui est inversée dans le catholicisme, et donc, en gros, tendanciellement, le catholicisme est dominé par les catégories les plus âgées, qui vivent et vieillissent dans un univers qui est majoritairement catholique, puisque les catholiques les plus âgés appartiennent à des classes d'âge où les enfants étaient baptisés avant, dans les 3 mois, jusqu'à à peu près encore 90%. C'était le cas encore dans les années 60. Et donc, ils sont dans leur classe d'âge majoritaire en tant que catholiques, et au sein de l'Église, ils sont majoritaires en tant que seniors. Et puis, on a au contraire des jeunes générations qui, dans leur classe d'âge, sont minoritaires en tant que catholiques. Sont minoritaires en tant que catholiques, et je vais vous donner un chiffre qui vient de l'enquête sur les valeurs, European Survey Review, voilà, appréciez mon accent, et qui est une enquête de 2018. Cette enquête de 2018 porte sur la classe d'âge sur la catégorie des 18-29 ans. Au sein des 18-29 ans, il y en a 15% qui se déclarent, en population française, enfin en France, 15% qui se déclarent catholiques, 13% qui se déclarent musulmans. On peut imaginer que si on avait recoupé cette enquête avec une courbe de ferveur, si on avait posé une seconde question, accordez-vous beaucoup d'importance à la religion dans votre vie, le nombre de musulmans convaincus serait potentiellement supérieur au nombre de catholiques. On ne peut pas ignorer ce contexte quantitatif qui fait qu'aujourd'hui, dans les jeunes générations, il y a un contexte de minorisation qui est radicalement nouveau et qui n'est pas audible dans un contexte ecclésial dominé par des seniors, puisque ces jeunes, ils sont à la fois minoritaires en tant que catholiques dans la société et minoritaires en tant que jeunes dans l'Église, ce qui crée d'énormes tensions, d'énormes distorsions, les appareils ecclésiastiques étant tendanciellement dominés par les retraités. Merci à eux. Mais cela crée d'énormes distorsions. Et ça permet aussi de comprendre, c'est une des pistes pour comprendre aussi des processus de radicalité, qui du coup se font dans une contestation politique, mais également dans une contestation religieuse, dans une contestation du pape François, dans une contestation d'une certaine forme d'institutionnalité catholique. J'ai déjà trop parlé. D'accord. Écoutez, à moins que vous vouliez ajouter un mot, on va peut-être... Ah non. On va peut-être passer aux questions alors. Ou bien juste un mot. Non, par rapport à ce qu'a dit Yann. Oui. Non. Non, d'accord. Qu'est-ce que tu penses qui aurait pu me... Non, mais il n'y a rien qui m'a titillé. J'ai réfléchi, hein, mais je n'ai rien trouvé. Je ne vois pas le point où on pourrait être en désaccord sur ce que tu as dit là. Ah oui, c'est vrai. On avait prévu d'être en désaccord. Et c'est ça le problème. Bon, on va trouver. Hein, il nous reste encore un peu de temps. On va passer maintenant au... Puisque vous n'avez pas de désaccord, ce qui est... Bon, on va trouver vous allez trouver des points. On va passer à des questions de la salle. Après, si, oui.
Et puis, ensuite, voilà. Donc ici, une question là, Dominique. Et voilà, une première question. J'ai voté pour des mots, d'autant plus les meilleures relations avec la communauté juive. On n'entend pas. Micro. Devant la Quand vous dites on peut être de gauche, j'ai un élève qui m'a dit une fois que pour lui, le communisme, c'est un christianisme sans Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une alliance, comme De Gaulle a une alliance du communisme, et qu'il y a d'autres choses. J'ai noté d'autant plus pour des mots que j'ai lu un certain nombre de livres. Quand j'avais lu le livre de Philon, c'est clair. J'ai lu le livre de l'anglais sur De Gaulle, une certaine idée de la France, et puis j'ai lu le livre de Zemmour. Parce que je pense que le salut vient d'un homme, c'est ce qui se passe. Pour moi, Zemmour, c'est un peu un homme transientiel, encore plus. C'est-à-dire un homme qui a pensé pendant des années l'avenir de son pays. Et alors, quand vous dites que vous êtes un converti, oui, je pense qu'effectivement, l'avenir de l'Église, ce sera la conversion des non-chrétiens. Je pense que le catholicisme ancien, il va disparaître petit à petit, et en France, il va monter. Et le pape, comment il s'appelle, Sylvestre II, qui était le pape Gérard Berlin, avait dit que pour lui, on ne pouvait pas devenir européen s'il ne devenait pas un catholique. Il avait même envoyé au premier roi chrétien de Hongrie, comment ça s'appelle, Saint-Étienne de Hongrie, pour le faire. Bon, on ne peut pas s'intégrer dans l'Europe parce que toute l'histoire de l'Europe est construite par la communauté chrétienne, d'une façon ou d'une autre. D'accord, merci. Passez à Dominique Chivot. Oui, vous m'entendez bien là? Il y a deux choses qui me chiffonnent dans la lecture des sondages que Yann vous faites. Je ne conteste pas la pertinence de votre analyse, vous êtes beaucoup plus expert que moi. Mais les deux choses qui me chiffonnent, c'est une question de forme et une question de fond. La question de forme, vous l'avez évoquée, vous parlez des catholiques pratiquants. Alors j'aimerais bien qu'on me dise le mot de pratiquant, à quoi il correspond. Alors j'ai pris pratiquant régulier. La catégorie de pratiquants, pour moi, n'est plus pertinente. Vous le savez mieux que moi, il y a 20-30 ans, c'était d'aller à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, c'est une fois par mois. Au train où vont les choses, ça sera peut-être une fois tous les 6 mois. Ces gens-là représentent, donc, vous l'avez dit, 2 à 4% de ceux qui se disent catholiques en France. On est bien d'accord? Donc, moi, je préférerais le terme messanisant, c'est-à-dire ceux qui vont à la messe plutôt que pratiquants, parce que je connais des gens, nous connaissons tous des gens qui prient ou qui font des engagements, donc vous avez d'autres critères que vous connaissez mieux que moi. Le critère de la pratique à la messe, c'est un critère qui est facile et simple pour les sondeurs. Il suffit d'en demander. Non, ce n'est pas facile et simple, c'est juste que d'autres ont été testés et que ça s'avère dans la durée le critère pertinent. Alors, vous dites que c'est le plus pertinent, et donc ce qui est pertinent, c'est de penser que les gens qui sont catholiques pratiquants réguliers ont un taux d'intégration, de reconnaissance dans le christianisme plus fort. Mais au nom de quoi? Vous décidez que les 2-4%, c'est des catholiques pur sup, et les autres sont des catholiques de second degré. Parce que ça, c'est quand même un choix que les sondeurs font. Les sondeurs font un choix sur les 48% de Français qui se reconnaissent comme catholiques. Ils font le choix de dire les pratiquants réguliers, c'est ceux qui nous intéressent le plus parce qu'ils ont, ce que vous dites, ils sont intégrés à l'Église. Et c'est quoi l'intégration à l'Église? C'est le choix de dire ceux qui vont à la messe. Alors c'est ça ce qui me trouve. Deuxième question sur le fond. À partir du moment où les sondeurs mettent l'accent sur les catholiques pratiquants réguliers, on connaît bien les résultats. Ceux qui ne le font pas, je l'ai dit, ils font des sondages sur tous les catholiques déclarés. Pratiquants réguliers, pratiquants et non pratiquants. On est d'accord. Mais à partir du moment où tous les médias, tous les médias reprennent pour l'essentiel les catholiques pratiquants réguliers. Ça n'a pas été le cas lors de cette élection et à mon avis, ça introduit de la confusion, entre autres chez la Croix. Je lis attentivement les sondages depuis 20 ans. C'était une partie de mon boulot aussi il y a quelques années. Donc, ce que je crains, et je crois que Denis Pelletier en tribune dans la Croix l'a bien souligné, ce que je crains, c'est que comme au moment de la manif pour tous, ou autour de moi on disait que les catholiques
descendre dans la rue, je crains toujours que l'on dise que les catholiques votent Zemmour. Les pratiquants réguliers ont voté Zemmour. Mais c'est ça que je dis. Donc, non, mais de manière minoritaire. Laissez-moi finir. Premier point, pratique régulière. Qui décide de ce critère pour dire c'est le critère essentiel? Vous avez dit l'intégration. Et deuxième point, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déformer l'image des catholiques en France en centrant le regard sur ces 2 à 4% de Français? Merci. Est-ce que Oui. vous laisse poser d'autres questions? Non, c'est bien, là, on a de quoi faire. Voilà. Alors tout d'abord, c'est pas les sondeurs choisissent. Il y a des controverses scientifiques, il y a des expérimentations, il y a des enquêtes les unes à la suite des autres. Entre autres, avec le groupe Bayard, on avait fait une enquête pour essayer de sortir du critère du pratiquant, et essayer de mesurer tous ceux qui sans aller à la messe, avaient des engagements qui sont forts, entre autres, on en connaît plein, parmi les bénévoles du Secours catholique, et donc, l'objectif, entre autres, de cette enquête Bayard de 2016, c'était de faire émerger tout ce continent que l'échelle des pratiques ne permettait pas de véritablement valoriser, avec une idée d'ailleurs, une forme de théologie implicite, peut-être une orientation théologique, c'est que quand même, c'est une idée un peu archaïque d'accorder un privilège dans la représentation du catholicisme à ceux qui pratiquent la messe, alors que, Michel de Certeau l'écrit dans les années 70, c'est très lié à la génération des années 70, et donc c'est une conviction générationnellement marquante. Beaucoup pensent qu'on peut être d'autant plus authentiquement catholique que l'on se détache de la pratique. Donc, et on obtient un chiffre des catholiques engagés dans la population française de 23,7%, c'est-à-dire d'engagement de tous ordres, en essayant d'élargir au maximum les manières de prendre le sujet. On observe qu'effectivement, il y a dans la population française, il n'y en a que 1,8% d'hebdomadaires, de pratiquants hebdomadaires, de messalisants hebdomadaires, eh bien, il y en a en revanche environ 12% qui assistent aux messes saisonnières ou, sortons du critère des messes, 8% qui vont régulièrement allumer des cierges, ou restons sur un rapport à l'écriture, ou qui lisent les textes de la messe sans aller à la messe. Donc on montre toute cette étendue, toute cette complexité, et donc il n'y a aucun, justement, pour renouveler les représentations du catholicisme. Mais cette enquête, dont ça n'était pas l'objet, confirme la structuration pyramidale du catholicisme à travers une analyse factorielle que Philippe Cibois a pu faire, et que tous les engagements, toutes les formes d'engagement et d'intensité d'engagement sont corrélées au degré d'intensité de la messe. Et donc, ce n'était pas le résultat que l'on cherchait à en faire émerger un autre, et on l'a retrouvé. Et on l'a retrouvé comme on le retrouve dans toutes les enquêtes. C'est-à-dire que cette enquête montre que plus il y a de fréquence dans l'assistance à la messe, plus il y a d'engagement diversifié au nom de la vie, et plus d'engagement. Donc, critères de diversification et critères d'intensification de nombre. Bien. Par conséquent, nous ne sommes pas des théologiens. Moi, dire qui est le vrai catholique, qui est le bon catholique, je vous avouerai très franchement que je m'en fous complètement, ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire la société française, ces tendances, de manière pertinente. D'une manière pertinente, sans chercher à penser à quelle théologie ça va faire plaisir ou pas. Et donc, ce que j'observe, c'est que oui, ce critère reste pertinent comme facteur d'intégration. Et je ne le décide pas, je ne le choisis pas, ce n'est pas une option personnelle, c'est tout simplement la rigueur de l'usage des enquêtes qui me l'impose. Donc ça, c'est une première chose. Et si ensuite certains, dans le discours, dans le blabla, croient que parce que l'on parle de ceci, il n'y aurait que cela, écoutez, moi, après, on ne peut pas rattraper tous les usages des enquêtes. Hein. Je me souviens des... voilà, je me souviens, Monseigneur Rouget, après cette enquête de Bayard, ah là là, mais comment peut-on mettre le catholicisme dans des catégories? La foi, c'est tellement, etc.
Je comprends tout à fait ce type de réaction confessante à la sociologie. Je respecte tout à fait ce type de réaction. La sociologie ne dit pas la réalité. La sociologie, elle propose une représentation de la réalité qui donne de l'intelligibilité de la réalité. Toute personne qui confond la sociologie, qui confond n'importe quel sondage, n'importe quelle enquête avec la réalité, écoutez, ça n'est pas rattrapable. Voilà, lorsque je fais une présentation, là, je n'ai pas choisi le PowerPoint parce que ça me barbe, mais je mets toujours, vous savez, la pipe, ceci n'est pas une pipe. Aucun sondage ne représente la réalité, mais la réalité n'est pas pensable, n'est pas analysable, indépendamment d'une représentation que l'on construit d'une manière pertinente. Moi, mon job, c'est d'essayer de trouver les critères pour la construire d'une manière pertinente, et la pratique le demeure, que ça plaise ou non, j'en suis navré. Et ça n'enlève rien aux autres, puisqu'il n'y a aucun jugement de légitimité religieuse là-dedans. Point. Ensuite, ce que j'observe sur la durée et sur l'histoire, et qu'il faut quand même regarder honnêtement, c'est que, j'en reviens à cette formule de Michel de Certeau dans ce très beau livre, Le christianisme éclaté, aujourd'hui de plus en plus de catholiques s'estiment d'autant plus catholiques qu'ils se détachent de la pratique de la messe. Eh bien, 50 ans après, ça n'est pas un catholicisme alternatif qui est né, et dans bien des trajectoires que l'on prend, et c'est aussi mon job en tant qu'historien d'aller les regarder, on voit que le détachement de la pratique, dans bien des cas, est le premier pas d'un détachement religieux, qui parfois se fait sur plusieurs générations et qui peut être pensé comme une forme de couronnement religieux. Mais c'est une forme de détachement. Et je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus, moi, ça m'importe, mais juste, il faut regarder ces tendances. Et typiquement, ce que l'on voit également, c'est que la sécularisation de la pratique du vote, pour revenir à ça, c'est tendanciellement le choix de ne plus penser son vote d'une manière religieuse. Dans les années 60, c'est pensé comme une revendication spirituelle. C'est tout le discours de la cité séculière, c'est pensé comme une revendication spirituelle. Mais a posteriori, pour le sociologue, parce que moi je ne me prononce pas sur les âmes, les cœurs, eh bien, c'est la rationalisation d'un basculement dans un nouveau système de valeurs séculier. C'est pas grave. On n'attache aucun jugement de valeur là-dessus. Mais la tendance est nette. Et si aujourd'hui on n'arrive pas à la voir, alors c'est qu'on n'a pas une bonne théologie. Théologie qui empêche de voir la réalité, c'est qu'elle est dangereuse. Mais non, je déborde parce que je ne veux pas me prononcer sur la théologie. Mais voilà en tout cas pour les critères. Et ensuite, moi, justement, dans les interventions que je fais dans la presse, j'essaye en permanence de déconstruire les attentes des journalistes. Et tout le temps, je mets le frein pour leur dire « Attention, attention, oui, non, mais ça, c'est minoritaire. Est-ce que je ne vous ai pas rappelé, l'ordre des valeurs sur le vote Éric Zemmour ?» Mais ensuite, mais j'aurais pu le prendre indépendamment des sondages, parce que je fais aussi du terrain et des enquêtes qualitatives, et le zémourisme dans l'univers catholique, très engagé, très paroissien, moi, il m'a sauté au nez cette dernière année. Alors, s'il y en a qui ne le voient pas, bon, écoutez, très bien, enfin, ça ne me surprend pas par ailleurs, vu qu'il y a une recomposition affinitaire du catholicisme, et donc on peut tout à fait passer à côté des tendances des autres, chacun se prenant pour le centre du catholicisme, ce qui s'objective par ailleurs sociologiquement. Tout le monde va contester les enquêtes qui ne le mettent pas au centre, je le comprends très bien. Ça rentre aussi dans l'analyse sociologique. Mais je suis désolé, c'est pertinent d'insister sur la dynamique en faveur d'Éric Zemmour, qui est minoritaire, je n'ai entendu personne nier le contraire, mais il y a bien quelque chose qu'on trouve chez les catholiques en faveur d'Éric Zemmour et qu'on ne trouve pas ailleurs. Eh bien, ça chatouille, c'est désagréable, mais il faut aller voir. Et ce n'est pas vrai en faveur de Marine Le Pen. Ce n'est pas la même chose. Voilà. D'accord. Quelqu'un veut poser une autre question? Tu veux peut-être rebondir un peu d'abord? Oui, non, mais je voudrais réagir par rapport à ce qui était dit sur effectivement la façon dont on met le projecteur sur les 2% et qu'on oublie tout le reste. Encore une fois, je ne parle que d'expérience très personnelle, mais ce que je constate, c'est que une certaine théologie progressiste ne répond pas toujours aux attentes des catholiques.
mais voire même pas du tout, en fait. Et qu'il y a un énorme décalage entre la théologie progressiste, ce qu'on va appeler très, très rapidement la théologie progressiste, et la pratique et la foi, en fait, des nouveaux catholiques de la jeune génération. En fait, l'écart, il est grand, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez dans une église et on vous explique qu'en fait, plus vous en êtes éloigné, plus en fait votre foi est grande. Bon, c'est très compliqué à intégrer. Et ça rejoint ce que disait Yann Raison, c'est-à-dire que on n'est pas la jeune génération de catholiques n'a pas du tout ce qu'il faut pour assimiler une théologie du détachement, etc. Je pense que c'est plutôt une théologie de l'attachement qu'il faudrait développer, ce qui n'empêche absolument pas de mettre tout un tas de nuances et de subtilités dans cette théologie-là. On n'est pas obligé de faire du thomisme bas de gamme pour identitaire. Il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres choses à penser. Et voilà, moi, je constate juste qu'effectivement, la théologie progressiste, à titre personnel, ne me parle pas toujours. Parfois, je me dis, je ne sais pas comment je vais pouvoir la transmettre à mes enfants. C'est quand même un vrai problème. Et donc, pardon ? Une théologie qui vous dit, une théologie qui conduit un de mes amis, un vieux catho de gauche historique, etc., dont je suis très proche, finalement, se met à la fin à douter de la transsubstantation. Donc, Jésus-Christ n'est pas présent dans l'hostie. Se met à remettre en question tous les sacrements. Les sacrements, en fait, sont simplement des symboles. Mais quand vous êtes catholique romain, c'est fondamental, les sacrements. Les 7 sacrements sont fondamentaux. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et puis, pour beaucoup de gens dans le monde, au Brésil, enfin, en Amérique du Sud, en Afrique, cette église-là, qui est très présente, les sacrements sont fondamentaux. Donc, oui, moi, je crois que Jésus-Christ est présent dans l'hostie. Alors évidemment, ça ne change pas ma vie. Malheureusement, j'aimerais qu'il y ait un bouleversement, une déflagration qui se passe. Il ne se passe rien de fou, mais de fait, c'est quand même ce en quoi je crois. Et je pense, et pourtant, vous voyez, politiquement, ça ne m'empêche pas d'induire dans ma pensée, voire même dans ma pensée chrétienne, de l'égalité homme-femme est très importante. Tous ces sujets-là, voilà, le partage, la tolérance envers les autres religions. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord que les musulmans se convertissent, mais avant de vouloir qu'ils se convertissent, peut-être les écouter. Hein ? Non, mais c'est ce qu'on fait. Mais oui, non, mais je ne dis pas que ce n'est pas ce que vous faites, attention. Non, mais je fais plutôt référence à ce qui était dit plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut que tous les musulmans se convertissent pour créer une Europe chrétienne. Non, ça ne marchera pas, je vais vous le dire, parce que, en fait, ce que vous allez faire, vous allez faire des schizophrènes. C'est-à-dire que cette idée qui... Mais même en 3 siècles, c'est-à-dire qu'en fait, la foi, c'est une histoire, etc. Et donc, un musulman... C'est dans le dialogue. Hein. Oui. Non, mais quand vous dites que c'est incompatible, Voilà, en tout cas, tout ça pour aller un peu dans le... Voilà, j'avais noté une chose, je voulais vous répondre sur ce point, cher monsieur. Si vous dites, voilà, les sondages, les médias, etc., mettent effectivement l'accent sur ces 2%, et moi je me dis, et si finalement, le truc, ce ne serait pas de copier un peu que les non-zémoriens s'inspirent de temps à autre de la méthodologie employée par les zémoriens, c'est-à-dire la transmission. Zémorien, falsification de l'histoire. C'est clair. Zemmour falsifie. Non, mais je ne vous parle pas d'Éric Zemmour, je vous parle des zémoriens, madame. Les Zémoriens. Je vous parle des gens des catholiques qui votent à droite, qui se mettent à genoux à l'église et qui va voter Éric Zemmour. Je ne vous parle pas d'Éric Zemmour, je vous parle des catholiques de droite. Vous dites que les Zémoriens adhèrent à Éric Zemmour. Sinon, vous ne les pas. Non, les zémoriens, c'est les catholiques observants. Alors, on oublie Éric Zemmour. Je parle des catholiques observants. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, dans le geste du catholique observant, il y a quelque chose qui me semble bon à reprendre pour les catholiques non observants. C'est effectivement cette idée de matérialisation de la foi, de transmission, voilà, etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
et que je pense qu'il faut, en tout cas la jeune génération, ce que je constate à ma petite échelle, et j'en vois quand même, c'est qu'effectivement, il y a une attente de ce point de vue-là, chez les non-zémouriens, chez les non-observants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas que les observants qui ont besoin. Des zémouriens qui sont observants. Moi, je suis choquée. Oui. T'entends. Mais il y a une incompréhension, il faut qu'on se... Un micro peut-être. T'entends. Vas-y, explique-moi. Oui, calmement. Je suis assez choquée que vous assimiliez les observants aux zémouriens. Oui, en fait, alors, ça ne se superpose pas. Mais effectivement. Et ça se recoupe. C'est quand même. Effectivement. Non, disons que le gros des catholiques observants penche plutôt vers Zemmour, c'est tout, proportionnellement. Ce n'est pas une assimilation stricte. Disons que n'épuise pas. Enfin bon, ok. Si vous le permettez, je vais faire un très bref détour par les Vosges. Par l'Évangile. Ah, j'avais compris les Vosges. Non, je veux bien. Il était important que vous répétiez. La synagogue de Capharnaüm, Jésus laïque est invité, il prend le texte d'Isaïe, il le lit, il s'assied, et ce laïc fait un commentaire disant « Aujourd'hui, vous êtes en train de... » Je pense que c'est le genre de choses, vous vous interrogez sur ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire simplement qu'on a là ce qui se passait dans la synagogue il y a 2000 ans. Et que nous, je caricature un peu, mais on a 2000 ans de silence dans les églises. Et que, en ce moment, la tempête qu'on sent, qui circule un peu, elle est aussi liée au fait qu'il y a dans l'Église catholique un credo très clair, hors duquel il n'y a pas de salut, alors que si jamais je me réfère personnellement à ce qui s'est passé à Capharnaüm, ce laïc-là a pu faire un commentaire. On rentre dans une époque du commentaire et je souhaite aux observants de pouvoir y faire face. Je ne suis pas leur ambassadeur. Non. Après, ça me fait penser, et ensuite je prends la parole, mais que là, on parle de... On est sur les évolutions du catholicisme, et c'est bien normal, c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui nous touche. Mais on peut élargir aussi un peu le contexte. Oui. Parler du judaïsme, et ce que l'on observe aujourd'hui dans tous les groupes religieux, ce sont des dynamiques analogues. Ce sont des dynamiques analogues. Les jeunes juifs portent plus la kippa que les générations antérieures. Les courants plus fondamentalistes sont plus en vogue que les Israélites, ceux qui avaient la conception israélite plus républicaine et plus libéraux. Parlons du protestantisme français, c'est identique, où les courants évangéliques, par rapport aux réformés, aux calvinistes, aujourd'hui, on le vend en poupe. Et tout ça, ce n'est pas un retour de Dieu, parce qu'on est dans un contexte de domination des nonnes, de sécularisation qui se poursuit, mais où justement, toutes les religions devenant minoritaires, elles génèrent quelque chose qui est propre aux dynamiques minoritaires. Et c'est aussi quelque chose qui est difficile à penser dans le catholicisme, parce que dans les générations les plus âgées, il y a un logiciel qui est toujours un logiciel majoritaire. Et je ne dis pas du tout comme un jugement de valeur, c'est juste que je pense qu'il faut penser la condition historique. C'est du sérieux, la condition historique, dans ce que cela fait au rapport à la foi, dans ce que ça ouvre comme possibilité de certaines théologies ou non. Et ce qui, Paul, tu as raison, fait que certaines théologies qui naissent dans un contexte majoritaire, indépendamment de leur pertinence proprement théologique interne, on va dire leur condition de diffusion sociale passe parce que le contexte est différent. Et donc voilà. Et dans l'islam, on a des jeunes générations qui sont plus religieuses que les parents et les grands-parents qui avaient un islam très culturel, très festif. Et puis, c'est les jeunes qui vont réapprendre en disant non, mais c'est comme ci, c'est comme ça, comme ça. Comme je l'observe dans certaines familles catholiques,
à l'identique. Donc, ce sont des tendances qu'on observe aussi au-delà. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu déstresser des seules querelles catholiques, parce que ce sont là les mouvements identitaires au sein du catholicisme, comme dans d'autres groupes religieux, ne sont pas des retours en arrière. Ce sont des manifestations de la culture contemporaine qu'il faut penser comme telle. Et c'est compliqué. D'autres? Oui. Oui, je voudrais demander au sociologue s'il ne serait pas intéressant, au moins du point de vue de la sociologie, si vous pouvez me permettre, de penser le long terme un peu. Parce que si on regarde la carte des électeurs effectifs de Macron, etc., on voit que la carte des... Oui, c'est bon. Oui, à peu près, c'est bon. La carte qui vote Macron correspond généralement à la carte Boulard de la pratique religieuse, c'est-à-dire tout l'ouest, l'Alsace et le sud-est du Pacifique central. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que là, il y a un moment stressant pour les catholiques, etc. On discute sur les 2%, les 4%. Mais il y a aussi un ethos culturel catholique qui ne s'élimine pas aussi facilement et que très probablement a joué, non pas pour Zemmour, mais pour Macron. Je voulais savoir si ça a du bon sens. Oui, c'est évident. Bon. Deuxième chose, alors, c'est une question que je voudrais poser, qui est celle, je m'en excuse, c'est mon théologien, c'est que je me faisais l'idée suivante que le vote Zemmour correspondait aussi à ce qu'on appelle aux États-Unis la guerre culturelle. C'est-à-dire que dans notre société française, il y a eu un tel changement culturel anthropologique en une génération qu'il y a une certaine panique. Et ce changement est tout à fait étonnant. Vous pouvez voir la Croix de ce matin. Dans le carnet de la Croix, un monsieur annonce les obsèques religieuses de son mari, qui aura lieu dans une paroisse rurale des Côtes-d'Armor. Je veux dire, il y a 10 ans, je suppose que la Croix aurait refusé même de publier cette annonce dans ces termes. Parce que l'évêque du lieu serait intervenu et qu'il aurait été considéré comme un pécheur public et cette affaire comme une mascarade. Or, je veux dire, je mets le doigt là-dessus. Pourquoi? Parce que en moins de 40 ans, tout le statut de la conjugalité, tout le statut de la paternité, et j'en passe, a été bouleversé. Et ceux qui votent Zemmour, ils votent contre Macron, le libéral des réformes sociétales. Et il annonce l'euthanasie. Je veux dire, il ne reste plus que ça. Et nous sommes parfaitement. Et est-ce que donc, le vote Zemmour n'est pas aussi à comprendre dans ce qui secoue toutes les églises nord-atlantiques, et en particulier actuellement le synode allemand, de cette guerre culturelle qui sème une certaine panique parmi un certain nombre de chrétiens qui ne voient plus très bien comment se comporter dans cette société et qui, de toute façon, agresse toutes les valeurs que, comme messianisants, ils ont introjectées pendant ces longtemps et tant de violence. Je souhaiterais un commentaire d'un sociologue sur cette hypothèse. C'est évidemment pas judicieux de comparer une situation nationale à une autre. Mais... Merci beaucoup, Hervé. Écoutez, moi, je souscris tout à fait à vos constats. Alors, le premier sur la carte Boulard, bon, la carte Boulard, oui et non, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Ça fonctionne si on regarde la Bretagne, effectivement, sur les votes européistes, etc. Et oui, il y a l'Alsace qui reste un bastion de droite, qui vote toujours très à droite, et donc, effectivement, le vote Macron manifeste que dans ces terrains-là, maintenant,
Macron est identifié à la droite de gouvernement. Tout à fait. Donc oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, et je l'ai dit tout à l'heure, et donc je vais le redire, parce que sinon on va dire qu'on n'a parlé que d'Éric Zemmour. J'ai bien dit que les catholiques pratiquants réguliers, puisque j'ai choisi de ne commenter que ces chiffres-là, qui accordent de l'importance à leur foi, en valeur réelle, sont plus importants dans le vote Emmanuel Macron que dans le vote Zemmour. Mais ce n'est pas quelque chose qui distingue le vote d'Emmanuel Macron par rapport au vote d'Éric Zemmour. Donc, bien sûr que cet habitus, finalement, centriste, il demeure tout à fait. Il demeure tout à fait. Et là, moi, j'ai beaucoup on va dire de relations d'enquête où je vois bien à quel point Emmanuel Macron, il satisfait tout à fait une forme d'attente un peu démocrate chrétienne nostalgique, justement par sa volonté de dépasser le clivage gauche-droite dans lequel les catholiques se retrouvent d'autant mieux qu'ils ont une forme d'habitus démocrate chrétien et un attachement à la construction européenne. Donc il y a plein de choses qui marchent bien, Et paradoxalement, c'est ce que j'essayais d'expliquer, cet habitus qui reste bien présent ne parvient pas à se transformer en cause explicite, en porte-parole, en visibilité, bien qu'on sache qu'on a des catholiques, Amélie de Montchalin, Nathalie Loiseau, bon, et on pourrait en trouver d'autres, mais on peut curieusement, est-ce que, pour moi, ça dit quelque chose qu'il faut regarder du fait que certains, sur un plan de l'échiquier, sur une tendance de l'échiquier politique, vont toujours hisser la bannière, et donc parfois, alors je ne vais pas sortir du commentaire, mais bon, bref, ça a des effets sociaux sur la représentation du catholicisme qui peuvent apparaître déplorables, parce que ça invisibilise les autres, mais en même temps, les autres ont renoncé à une certaine visibilité. Et ça n'est pas que de la faute de ceux qui sont plus à droite et qui gesticulent. Alors, ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur la guerre culturelle... Je voudrais un commentaire un peu plus étendu. C'est-à-dire qu'on parle d'élections. Précis encore. On parle d'élections. On n'entend rien. Tu parles plus fort. Je parle plus fort, alors. Je disais, je souhaitais un commentaire un petit peu élargi de la part de Yann, encore sur un point précis de sociologie, puisque c'est sa compétence. Il me semble que dans le domaine politique, il y a des militants, il y a des représentants du peuple, etc. Mais le plus important, c'est quand même le vote effectif. Et qu'en termes de vote effectif, donc, l'éthos culturel démocrate chrétien revisité est remarquablement efficace. Est-ce que c'est... Oui, si on regarde le second tour, effectivement, n'oublions pas le second tour, même si le choix est plus restreint, mais n'oublions pas le second tour. Et en même temps, si on prend les élections précédentes, quand François Bayrou se présentait à l'élection présidentielle, il y avait une forte réactivité de l'électorat catholique, ce qui le distinguait des autres électorats. En 2017, Emmanuel Macron n'a pas été immédiatement reconnu comme puisqu'il a, il a quand même fait un score tout à fait honorable de 19%, premier tour. Donc pour un entrant, c'est bien, c'est même excellent. Et sa grande, et il a accru, puisque maintenant on est à 25%, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une... On voit bien que cette ancienne droite de gouvernement qui attelait une aile démocrate chrétienne et une aile plus gaulliste, plus conservatrice, est désarticulée aujourd'hui. Est désarticulée. Zemmour récupère des gens qui, pour beaucoup, étaient LR dans l'univers catholique. En dehors,
Bien. Donc oui, il y a une résistance, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on insiste sur l'angle droitier, on pourrait insister sur cet angle-là. Vous avez tout à fait raison. Et malheureusement, dans cette discussion jusqu'à maintenant, c'est exactement la discussion médiatique. C'est-à-dire cet angle de vision, on ne le voit pas du tout, et tout est concentré sur les cathos zéboriens, avec tous les fantasmes que ça génère. Pardon. Oui, mais en même temps, on pourrait, si on regarde les dynamiques religieuses, c'est pas pareil. Et la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron, on peut aussi questionner, mais là, il faudrait plus d'enquête pour savoir, est-ce qu'elle est si révélatrice d'un habitus démocrate chrétien, ou est-ce que c'est pas tout simplement aussi une tendance globale, catholiques qui sont pris dans une tendance globale. Donc, parfois aussi, ce que l'on attribuerait à l'habitus démocrate chrétien mériterait d'être interrogé, il faudrait en savoir un peu plus. Oui, les cartes sont intéressantes. Oui, j'avoue que c'est un peu le grand instrument d'Hervé Lebras et Toth, de passer d'une carte à l'autre, j'ai un peu de méfiance, parce que les quantités de population qui sont dans la carte ne sont plus les mêmes. Donc, ça change beaucoup de choses quand même. Oui. Et juste sur la guerre culturelle, je suis tout à fait d'accord. Et il y a vraiment, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans la construction des causes, il y a des marqueurs qui maintenant circulent très facilement. Donald Trump a vraiment fait du joyeux Noël, plutôt que du joyeuse fête, un marqueur très important par rapport à une forme d'électorat qui souffrait d'un déclassement, d'un manque de reconnaissance. On retrouve exactement la même chose chez Éric Zemmour. Oui. Moi, j'aurais... Yann, quand tu as donné les statistiques du vote chrétien, tu as parlé quand même, il me semble qu'il y avait un chiffre important pour les gens qui ont voté Mélenchon. Bon. J'ai été très intéressée par 19%. La présentation qu'a fait Paul, et entre autres son témoignage qui explique comment une génération peut passer d'un vote de droite à plutôt un vote de gauche, à travers une compréhension. Bon, il se trouve que, et j'aimerais bien entendre Paul là-dessus, c'est qu'est-ce que représente aujourd'hui cette sensibilité dans le monde de ceux qui se disent aussi chrétiens. Voilà. Catho. J'ai dit chrétien pour catho. Je pense que déjà, vous avez raison de dire chrétien, parce que dans ce que j'observe, c'est que le truc, c'est quand même beaucoup élargi. On a un compagnonnage d'évangéliques, même d'orthodoxes, c'est très étonnant. On va dire que la question œcuménique, interreligieuse, mais d'abord œcuménique, est beaucoup plus présente que chez d'autres. Donc effectivement, je pense que le mot chrétien est important. D'ailleurs, dans Limite, quand on a écrit nos statuts, on a voulu mettre chrétien et pas catholique. Parce que, en fait, effectivement, je pense que le christianisme est plus large, englobe notamment, surtout en France, une tradition protestante qui n'est pas rien, et notre éditeur est un éditeur qui édite énormément d'évangéliques, ce qui fait qu'on a rencontré beaucoup d'évangéliques, et le compagnonnage, souvent, se passe bien. Donc voilà. Donc effectivement, alors après, sur combien on représente, on a eu des assises informelles entre beaucoup de jeunes catholiques, plutôt tendance Jean-Mélenchon, et on était très nombreux dans la salle. Après, la question qu'on se posait, c'était qui sommes-nous et combien sommes-nous réellement? C'est-à-dire que d'abord, vous avez le prisme parisien avec une surreprésentation des plus jeunes dans la métropole. Vous avez le prisme parisien, et puis Paris est la ville en France en tout cas, où se passe l'élaboration. Paris est un laboratoire d'idées. Donc voilà, du coup, effectivement, c'est très difficile de se quantifier, de savoir combien on est, puis on n'est pas tous d'accord, etc. Bon. Et là, la question, et je pense qu'il faudrait vraiment y réfléchir, c'est quel outil utiliser pour nous reconnaître, quel outil de reconnaissance, en fait.
c'est vraiment une question qu'on est en train de se poser. On est beaucoup à avoir, pour le dire très concrètement, vraiment essayer de faire de l'anti-Zemmour, quoi, même si on n'a pas fait de manière vulgaire, bête et méchante, mais d'essayer de faire naître un autre catholicisme dans notre génération. On est nombreux, mais on ne sait pas combien on est. Et on n'a pas d'outil de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas les éléments qui font que, voilà, on voit tout de suite si on est nombreux ou si on est surreprésenté à Paris, dans un petit lieu, etc. Et ça, c'est un outil à mettre en place, effectivement, et je pense qu'il y a des moyens de le savoir. On parlait d'une certaine forme de catholicisme invisible. Quand vous regardez qui va à Thésée, par exemple, ça représente des milliers de personnes. On n'est quand même pas dans le catholicisme droitier. Et ça, pourtant, ça n'apparaît nulle part. Ça n'apparaît nulle part. C'est étonnant. Pourtant, on a quand même bien affaire à des chrétiens. Des chrétiens. Donc, il y a d'autres endroits comme ça qui sont des signaux faibles d'une certaine forme de catholicisme, d'alter-catholicisme. Voilà. Alors, effectivement, le chemin neuf, c'est très intéressant. Je ne sais pas ce que Yann Raison en pense. C'est très intéressant en termes de... Alors moi, je ne connais pas du tout, hein, mais je vois que les gens du chemin neuf qui me contactent sont très nombreux et ils sont très, très engagés sur les questions sociales et écologiques. Voilà, c'est vraiment le lecteur type de la revue Limite, quoi. Et en fait, ouais, c'est très étonnant. Et j'ai l'impression que c'est assez mélangé dans les profils. Le profil chemin neuf, en tout cas la jeune génération, hein, on va dire les 18-30 ans, 35 ans, c'est très, très mélangé. Voilà. Écoutez, vous avez encore, oui, une question. Moi, j'aimerais connaître le sentiment des deux intervenants, parce que le récit d'expérience de Paul et les analyses de Yann sont très intéressants, mais on est quand même sur le terrain politique, et la dynamique politique a été à la polarisation, encouragée par les candidats du second tour, mais depuis pratiquement 5 ans. Macron au pouvoir polarise, fait de Marine Le Pen son adversaire principal, Marine Le Pen fait d'Emmanuel Macron jusqu'à la séquence législative son adversaire principal. Enfin, le débat est extrêmement polarisé. Et cette polarisation, elle a effacé les nuances, elle a poussé les gens à s'inscrire dans l'offre politique, qui était celle de la polarisation. Or, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas seulement les partis extrêmes de l'échiquier politique qui ont fait naître cette polarisation, c'était aussi la stratégie du chef de l'État. Ne pas favoriser l'émergence de nuances politiques dans le paysage politique qui aurait construit un débat politique un peu différent, et on aurait discuté différemment que camp contre camp, bloc contre bloc, etc. Est-ce que vous pensez que là, maintenant, le jeu a un peu changé, puisqu'il y a une troisième force qui émerge, même si elle n'est pas installée autour de est-ce que vous pensez que la sortie éventuelle de la polarisation que je viens de décrire est une porte ouverte à une recomposition du paysage politique et une inscription un peu différente des chrétiens dans cette caricature de l'idée? Parce que si on résume ce qu'a été la campagne présidentielle, c'est quand même sur le plan du débat public un échec frappant. Oui, ben, sur la recomposition, ça, moi, je ne fais pas de pari, etc. Mais ce que je vois effectivement, ce que j'aime à dire, c'est que je parle uniquement du vote Mélenchon, du vote de la gauche, les jeunes cathos de gauche qui ont voté Mélenchon. C'est pas rien. Ce que j'aime à dire, c'est que la situation, la polarisation d'Emmanuel Macron, en fait, a rendu possible un vote qui était impossible autrefois chez certaines personnes. Et ça rentre dans l'imaginaire. J'ai constaté que beaucoup de personnes se sont rapprochées du bloc mélenchoniste, vraiment pas de gaieté de cœur, l'ont fait, on appelle ça le vote utile,
Mais une fois que vous l'avez fait, une fois que vous êtes rapproché de ce bloc-là, vous le rentrez dans votre imaginaire et vous avez des conversations qui ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est vraiment intéressant. Symétriquement, le vote Front National a fait ça chez les catholiques. Quand Zemmour a fait l'effet de sas vers Marine Le Pen, il a entraîné dans l'imaginaire des catholiques qui votent à droite de nouveaux débats, de nouvelles questions, etc. Et c'est intéressant, effectivement, parce que ça rebat les cartes, au moins des imaginaires, parce que ça peut ne pas du tout se traduire après politiquement aux législatives et aux élections qui vont arriver. Hein. Mais au moins dans l'imaginaire, tout d'un coup, il y a des choses qui deviennent possibles, quoi, d'un côté comme de l'autre. Et enfin bon, je ne sais pas ce qu'on pense. Oui, sans doute. Hein. Puis, il faudrait ajouter à cela un autre enjeu de polarisation, c'est la pandémie. Oui. Quand même, je suis sûr que vous avez tous constaté à quel point le contexte pandémique a contribué à des exaspérations politiques. Moi, je vois des tas de militants. J'ai tout un réseau, j'ai mon petit panel de militants catholiques que je suis depuis plus de 10 ans d'enquête en enquête, dans Manif, et qui me servent un peu d'indicateur pour piger certaines choses dans certains univers. Ces 2 dernières années, j'ai trouvé que ça vrillait, mais terriblement, terriblement, avec des petits signaux faibles qui ont commencé il y a un peu plus de 2 ans, avec un intérêt que j'ai trouvé assez poussé chez certains catholiques pour le professeur Raoult. Ah oui. Et voilà. Et là, on a des processus, Paul, tu as très bien parlé de processus on en vient à faire quelque chose, ça ouvre un autre possible parce que ça modifie les identités. Non, mais tu l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la longue durée. Dans cette omniprésence de l'État dans la gestion de la crise sanitaire, ça a réveillé, à mon avis, chez un certain nombre de catholiques, la résistance catholique qui historiquement a existé. Mais, oui, et tu as raison, merci François de souligner cette dimension parce que oui, et c'est quelque chose qui est très présent sur les questions sociétales et dans la guerre culturelle, c'est la défense de l'autonomie de la société par rapport à l'État et qui est très présent dans le catholicisme et qui est une variable de longue durée. C'est une partie de l'histoire du catholicisme. C'est toujours l'idée qu'on se débrouille mieux nous-mêmes et l'État n'a pas à rentrer dans les familles, n'a pas à nous dire quoi faire, n'a pas à rentrer dans l'éducation. Et il n'a pas non plus à rentrer dans la médecine, parce que l'État s'est occupé des problèmes médicaux. C'est ça. C'est très grave, plus que vous imaginez qu'on met en cause les grands principes de la médecine. Enfin, Charles d'Hippocrate, tous, c'est pourquoi on fait notre métier. Ça, c'est un grand problème. Effectivement, tout ça joue beaucoup, cette sensibilité à l'État et un État dans lequel la confiance, parce qu'il y a eu une forme de concordat implicite avec, dans les années 60, avec les débuts de la Ve République, où la société, la République, l'Église ont été de concert d'une manière assez pacifique, et ça, c'est complètement en train de se défaire. Et typiquement, ce qui est caractéristique quand on prend des petits points de polarisation, c'est le rapport aux enfants, c'est le rapport à la famille. Moi, dans une enquête, par exemple, que j'avais fait sur l'essor du hors-contrat, la demande de hors-contrat dans l'univers catholique, il y a vraiment une année qui est charnière, c'est quand la présentation du PAX intègre le programme d'éducation civique et morale. Donc, on est au début des années 2000. Et là, ça crée un certain nombre de réactions parce que, bon, on a pu se battre, bon, ça concerne d'autres familles, on ne les croise pas trop, allons encore. Mais, y compris dans les écoles hors contrat, sous contrat, tac, ça rentre. Ouais. Ça remet en cause complètement la confiance dans l'État. Et donc, il y a eu tout un tas d'incidents, de tensions, etc. Et bien sûr, et nous sommes dans un contexte d'accélération aussi, enfin quand même, dans les changements sociaux, Hervé l'a dit, majeurs. Je ne sais plus, c'est Henri Mindras qui disait, je crois, que la France, entre l'après-guerre et les années 70, elle a plus changé qu'entre la fin du XVIIIe siècle et la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est peut-être un peu outré, mais il y a quand même cette idée d'accélération du rythme des changements. Et bien sûr que ça produit des effets et que ça crée de la défiance à l'égard de l'État, parce que du coup, on ne sait pas, ces catholiques ne savent pas de quoi l'État va devenir un instrument.
Bien. On va peut-être clore ce débat. Merci aux deux intervenants. Des fois, c'était un peu agité, mais c'est intéressant. Moi, c'était une confrontation. Mais on a fini par aller sur des choses plus globales et assez intéressantes, j'ai trouvé. Voilà, le prochain mercredi aura lieu le 15 juin 2022 sur le thème des églises orthodoxes à l'heure de la guerre en Ukraine. Et nous aurons Cathy Rousselet, politologue et spécialiste du monde russe, que vous connaissez peut-être, et Christophe Dalloisio, qui est un théologien orthodoxe. Pour les adhérents de Confrontation, je rappelle l'Assemblée générale qui se tient le 8 juin à partir de 17h30 au 18 rue des Tanneries, salle Sertillange. Voilà. Et encore merci à tous les deux. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà. Et donc, oui. Oui. Bon, moi je pensais aussi à d'autres facteurs. Il y avait beaucoup de choses. Salut Florian. Merci de ta patience. Venir écouter des universitaires, je sais à quel point